Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant de reprendre avec Christian Saint-Etienne, Jean-Hugues Duménil, Georges Fenech et Vincent Roy, je vous propose qu'on écoute le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui est revenu sur la façon dont on allait imposer les revenus des retraites, qui vont être remplacés par un forfait. On écoute. On va transformer la déduction de 10% des revenus en une déduction de 2 000 € pour tout le monde. Donc pour tous les retraités qui sont au début de l'échelle des impôts et qui ont donc une déduction modeste, cette déduction va être de 2 000 € et donc leur fiscalité va baisser. Et effectivement, en compensation, la fiscalité des retraités qui gagnent plus de 20 000 € par an sera légèrement augmentée. Ça, c'est une mesure de justice sociale. Christian Saint-Etienne, est-ce que ce procédé va fonctionner ? Parce que avant les annonces de François Bayrou, évidemment, les retraités étaient, j'allais dire, très très inquiets de ce qui allait être proposé. Alors, effectivement, techniquement, ça va fonctionner. La question, c'est que on dit et on présente la transformation de cet abattement sur les retraites comme une mesure de justice sociale, parce que cet abattement, qui était d'ailleurs plafonné à 4 300 €, on vous dit 10% des revenus sans jamais vous dire que c'était plafonné à 4 300. Il était pas seulement, il y a eu plusieurs explications de la mise en œuvre de cette mesure fiscale. On dit souvent qu'il s'agissait de frais que les retraités auraient à supporter. En réalité, une autre explication qui a été donnée, ça a été mis en œuvre il y a 40 ans, parce que à l'époque, les revenus des retraités étaient connus à l'euro près, alors qu'il y avait énormément de fraude fiscale dans de nombreuses professions, et que c'était pour compenser le fait que l'intégralité des revenus des retraités étaient fiscalisés. Bon, je trouve que le logiciel n'est pas totalement à jour. Oui, mais les 2 000 € pour tout le monde, je trouve que ça va coûter vraisemblablement à peu près autant que ce que coûtait aux finances publiques l'abattement de 10%, dans la mesure où il était plafonné à 4 300. Moi, j'avais une autre mesure qui aurait été techniquement plus efficace, puisqu'il y avait déjà un plafond de l'abattement à 4 300, vous pouviez le baisser à 3 000 et puis on n'en parlait plus. Donc là, on va d'une certaine façon, on recrée un droit pour les petits retraités et on pourra jamais revenir dessus. Jean-Hugues Duménil, les retraites, ça a été justement une grosse inquiétude sur... Oui, c'est jamais une bonne nouvelle de taxer davantage quelqu'un. Je crois que c'est vraiment le postulat de départ. Après, qu'on puisse dire que pour financer les régimes sociaux, la contribution des actifs, elle est absolument impérative. Il faut faire évidemment des économies, c'est la priorité, mais on n'échappera pas à une augmentation, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. À ce moment-là, c'est pas illogique de dire que une partie des retraités doit aussi contribuer dans la même mesure. Vous savez, ce qu'on a constaté, par exemple, c'est un décalage entre la revalorisation des pensions et les augmentations moyennes des salaires des actifs. Là, il y a quelque chose qui est pas très cohérent quand même. C'est-à-dire que on peut pas considérer que l'augmentation va être plus forte pour ceux qui ne travaillent plus. Et encore une fois, c'est légitime qu'ils puissent percevoir une retraite, mais que ceux qui sont au boulot tous les jours. Donc voilà. Là, en tout cas, d'après le décompte, on aura 380 000 foyers qui seront soumis à l'impôt, alors qu'ils n'étaient pas soumis à l'impôt jusqu'à présent. Avec le gel du barème. Avec le gel du barème. Mais la question du travail, j'en reviens là. Et vous proposez 37 heures payées 37, vous proposez une 36e heure. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est la suppression des jours fériés. Je voudrais qu'on écoute Jean-Philippe Tanguy, député RN, justement, sur cette question des jours fériés, juste après la présentation de François Bayrou. Il ne propose rien, sinon la purge sociale et fiscale contre les Français. Mais alors, j'avoue que supprimer 2 jours fériés, quand on a appris cette rumeur dans la journée, je n'y croyais pas. Parce que c'est tellement le niveau zéro de la politique, c'est tellement faire payer tout le monde, y compris ceux qui travaillent dur, sans aucun résultat, que je suis, je dois dire, bien consterné. Voilà. Et en plus, s'attaquer à l'identité de la France en disant le lundi de Pâques, on s'en fiche, ou célébrer la victoire contre le nazisme avec le 8 mai, on s'en fiche. Mais qui sont ces gens ? Ils auront vraiment tout saccagé, l'économie, l'argent des Français et même la mémoire collective. Vincent Roy, symboliquement, le lundi de Pâques et le 8 mai, certainement. Bon, après, 3 petits points, Vincent Roy. C'est le lundi de l'ange.
selon Saint Matthieu, si je ne m'abuse. Oui, vous avez raison. Je suis très étonné d'entendre un catholique comme Jean-Philippe Bayrou nous dit Monsieur Bayrou, nous dire que tout cela n'a aucune importance. Quant au 8 mai, symboliquement sont deux très mauvaises dates. Je ne sais pas pourquoi il a pris à titre d'exemple ces deux dates-là. C'est pas bon. Apparemment, même le général de Gaulle n'était pas forcément pour... Le général de Gaulle l'avait supprimé en 1959. Et puis, on parle du 8 mai. Je parle du 8 mai avec l'idée de réconciliation avec l'Allemagne qu'il fallait... Voilà. Et puis, je suis assez d'accord avec Georges Fenech. Tout ça est pour l'heure, tout ça est dans le plus grand flou. Les dépenses de l'État, c'est dans le plus grand flou. On n'a pas entendu ce beau mot si français de bureaucratie dans le discours de Monsieur Bayrou. On est avili par la bureaucratie. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu, qui me semble très important dans les conditions actuelles de température et de pression. Oui, mais enfin, il se tire une balle dans le pied s'il parle de bureaucratie. Mais bien entendu. Oui, non, mais attendez. Je disais que tout cela était très positif. Vous avez entendu ce qu'a dit Bernard Arnault sur la bureaucratie européenne, par exemple. Mais bien entendu. Aussi grave. Qui ne veuille pas se tirer une balle dans le pied, j'entends bien, mais il y a un deuxième mot qui n'a pas été prononcé et qui est très important dans les conditions actuelles, je le répète, de température et de pression, c'est le mot immigration. Combien cela nous coûte? Alors, les spécialistes, et je me place sous votre magistère, nous expliquent que ça coûte entre 30 et 40 milliards d'euros. Bon, on peut peut-être en parler, on peut peut-être ouvrir le débat. Alors, encore une fois, ça ne faisait pas bien dans le tableau. J'ai bien compris, mais enfin, on ne peut pas leurrer tout le monde. Troisième remarque, la suppression des niches fiscales. Où, quand, comment, pourquoi, c'est une manière de donner des impôts en plus. Je suis désolé, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Je vois bien que ces questions-là ne sont pas abordées par Monsieur Bayrou, mais je pense qu'un certain nombre de Français, comme moi, ne sont pas la dupe de Monsieur Bayrou. Je voudrais demander l'avis à M. Christian. Est-ce que le vrai sujet dans notre pays, ça n'est pas comment fait-on avoir un retour à la croissance? Parce que, au fond, on parle d'impôts, si on a un budget comme dans les familles, on fait attention, mais si on a plus de rentrées, c'est-à-dire si on est plus compétitif, si nos entreprises, on les laisse un petit peu soulagées de normes, d'impôts, de fiscalisation et de ceci, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec un retour à une vraie croissance, comme d'autres pays européens ont réussi à le faire, on règle ce problème de la dette, quoi? Alors, tout à fait. Puisque le ratio de la dette sur PIB, c'est un numérateur sur un dénominateur. Le dénominateur, c'est le PIB, c'est-à-dire la production, donc l'activité. Et effectivement, il faut jouer comme dans le rallye de Monte-Carlo, sur le frein, sur les dépenses publiques, et l'accélérateur sur la production. Ça sent le vécu, Christian Saint-Etienne, dans la grande corniche entre Aise et Monaco. Donc, effectivement, Bayrou, à la fin, a abordé cette question, mais pas avec la puissance suffisante. Quand je dis il faut passer de 35 heures à 37 heures, payer 37, c'est 90 heures de plus par an. Quand Bayrou propose la suppression de 2 jours fériés, c'est 15 à 16 heures de suppression, enfin d'augmentation de la durée du travail. Donc on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et les 2 heures payées supplémentaires, c'est les Français, quand on regarde les sondages, la première demande, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième demande, c'est la sécurité, et la troisième demande, c'est un contrôle de l'immigration. Mais effectivement, la première demande, c'est le pouvoir d'achat. Toujours. Donc, si vous faites une augmentation de 5% du pouvoir d'achat, alors vous ne le rendez pas forcément obligatoire, vous le laissez à la négociation d'entreprise, parce qu'on sait que sur l'ensemble des entreprises, il y en a une partie qui sont en difficulté, alors que dans d'autres secteurs, on serait même prêt à passer à 40 heures payées. Donc, si vous ouvrez la possibilité en disant quelque chose de clé, et on va entendre le représentant patronal, mais le point clé, c'est de le laisser à la négociation de la seule entreprise. Pas de négociation nationale ou au niveau des branches, mais au niveau des entreprises, parce que les entrepreneurs savent s'ils ont besoin de faire travailler davantage ou pas. Et si vous faites ça, vous pouvez avoir un mouvement national. À tout moment, la croissance, c'est une moyenne. Mais moi, j'avais fait un gros travail avec l'INSEE quand j'avais fait un rapport pour le Conseil d'analyse économique.
À tout moment, vous avez sur 100 entreprises représentant des entreprises françaises, vous en avez 20 en croissance, 40 qui se maintiennent et 40 en difficulté ou qui perdent des parts de marché. Et en France, depuis 50 ans, pour ne pas dire depuis 150 ans, on aide toujours les gens en difficulté. On n'a jamais l'idée d'accélérer les gens qui peuvent créer davantage de travail. Contrairement aux États-Unis, par exemple. Contrairement aux États-Unis, en France, aider les bons, c'est un anathème. On leur prend de l'argent. Voilà, au lieu, on préfère aider les gens qui sont en difficulté. La fameuse justice sociale, là, justement. Sur le sujet de la CPME. Sur le sujet de la croissance, évidemment, ce que dit Georges Fenech est parfaitement exact. Quand on booste la croissance des entreprises, ça crée davantage de richesses et ça permet tout simplement ensuite de distribuer une partie de ces richesses et de réinvestir dans l'économie. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on a trop entendu ces dernières années, de tout baser sur la croissance et de continuer à dépenser quasiment sans compter en disant finalement la croissance fera le boulot pour nous apporter des ressources. Bon, ça a été un peu le mantra d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Et malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc malheureusement, cette recette-là, elle fonctionne. Mais c'est comme la gestion de patrimoine, il ne faut pas miser tout sur le même cheval. Alors, qu'est-ce qui lui fut fait? Alors ensuite, sur la question du pouvoir d'achat, parce qu'il y a un lien avec la croissance, évidemment, sur le pouvoir d'achat, une des difficultés majeures qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le décalage entre le salaire net et le salaire brut. Et qu'est-ce qu'on retrouve au milieu? Les fameuses charges sociales. Voilà. Et les charges sociales financent, on le sait bien, la protection sociale. Donc c'est la poule et l'œuf. Donc finalement, tant qu'on s'attaquera pas aux dépenses, en particulier en matière sociale, et quand je dis s'attaquer, ça veut pas dire diminuer, ça veut dire faire des économies, par exemple dans la gestion administrative. Est-ce que vous savez que la simple gestion administrative des dépenses sociales en France, c'est plus de 40 milliards par an? On ne fera pas croire qu'il n'y a pas des économies à faire. Donc voilà, il faut s'attaquer à ce décalage et donc poser la question du poids des charges sociales et de la réduction des dépenses publiques et notamment des dépenses en matière sociale. Toutes questions qui n'ont pas été frontalement mises sur la table dans ce budget, parce que ça n'est pas possible. Vous n'avez pas de majorité politique. Comment voulez-vous faire avancer des sujets aussi sensibles? Je ne pense même pas, voyez-vous. On n'a pas de majorité politique, mais enfin, il faut bien présenter quelque chose. Sinon, on l'aurait taxé d'immobilisme. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça que ça marche. On va aller dans le mur. Et je crois que c'était notre collègue. Voilà, tous rassurés. C'est bien parce qu'on a tous avancé des pistes. Et puis vous arrivez, vous dites, on va aller dans le mur. Oui, mais une fois que vous êtes dans le mur, vous êtes obligé de réagir, là. Pour l'instant, on se tient encore. Voilà, on y arrive un petit peu. Voilà, on maintient quand même. Une fois que vous êtes dans le mur, votre voiture, elle est pliée. Donc elle ne marche plus. Elle est pliée. Voilà. Je peux dire quelques mots sur le mur, parce que c'est très flou pour tout le monde. En fait, le mur, c'est ce qu'a connu la Grèce en 2012. Oui. Alors, comment ça fonctionne, le mur? Quelle couleur? Il faut bien avoir à l'esprit que l'État emprunte 15 à 18 milliards d'euros toutes les 2 semaines. Donc, il annonce, il y a des spécialistes de valeur du Trésor qui gèrent avec l'État les appels. L'État annonce à l'avance, j'ai besoin de 14 milliards. Il a l'ouverture des présentations des offres. Généralement, quand tout va bien, les fonds de pension étrangers, les grands investisseurs, les compagnies d'assurance vous apportent, si vous demandez 14, vous apportent 18, 20, 30. Et puis, tout à coup, un jour, vous demandez 14 et on vous offre 13. Mais ce jour-là, il manque pas un. Ce jour-là, vous avez perdu la confiance des marchés, tout s'arrête, et à ce moment-là, vous vous trouvez dans la situation de la Grèce. Et quand vous vous retrouvez dans la situation de la Grèce, qu'est-ce qui se passe? La plupart des économistes comme le FCE et d'autres chercheurs ont proposé un ajustement de 100 milliards, mais sur 4 ans, 25 milliards par an. Et l'idée qui est derrière, c'est que il faut plutôt favoriser l'activité, parce que si on casse l'activité, on perd tout. Et quand on regarde la mise en œuvre de ces orientations, on se rend compte que ça ne peut passer que si l'écart de prime de risque avec la dette allemande se réduit. Donc, dans ce contexte, effectivement, on aura besoin de réformes structurelles, mais si on se retrouve dans cette situation où un jour on peut pas financer, eh bien, du jour au lendemain, c'est pas des pouillèmes qu'on enlève, mais à chaque fois, et je termine par là, à chaque fois qu'il y a eu une crise de cette ampleur, les retraites
perdent 20 à 30% en quelques semaines. Donc c'est l'enjeu, c'est d'éviter ça. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Ils sont partis, Christian Saint-Etienne et Jean-Eudes Duménil, mais ils nous ont quand même bien, j'allais dire, précisé les choses, et notamment le professeur Saint-Etienne sur ce fameux mur qu'a connu la Grèce, avec quand les fonds d'investissement et les différents mécènes monétaires mondiaux ne prêtent plus, ou en tout cas prêtent moins, et que vous n'avez plus la confiance. C'est ça qui nous, c'est ça qui nous pend au nez, en fait, hein, Georges Fenech. C'est-à-dire, ils ont été, entre guillemets, sympas, S&P et Moody's, pour ne pas dégrader la note de la France. Mais à un moment donné, si elle est dégradée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va emprunter plus cher, ça veut dire que les taux, par exemple, des crédits immobiliers qui ont commencé à baisser dernièrement, vont augmenter, ça veut dire que tout va être plus cher, en fait. Pauvre France. Ben oui. C'est ça le problème, c'est que nous sommes dans un état léthargique, incapable de réagir alors que nous enfonçons petit à petit, voyez-vous. Quand je vois, par exemple, vous avez cité la Grèce, mais on pourrait citer le Portugal, qui a réussi aussi un comeback, mais quand je vois, par exemple, que nous nous chamaillons pour savoir si la retraite doit être à 64 ans ou à 62 ans, alors que dans les autres pays européens, elle est à 65, 66, 67, mais bien sûr. Donc on est là, on a un problème avec le travail. On a un gros problème avec le travail, l'énergie, la volonté. Il est mort de rire, là, Vincent Roy. Mais oui, on a un problème avec le travail. C'est terrible. Non, mais c'est désespérant. Mais c'est vrai. Vous riez de désespoir. On n'a que ce que l'on mérite, finalement. On n'a que ce que l'on mérite, voyez-vous. Donc je pense qu'il serait peut-être temps, mais faudra-t-il attendre sans doute 2027, quand on va remettre les compteurs à zéro, savoir quelle politique mener. Il faut lutter contre cet assistanat. Il faut redonner tout le sens au travail. Et quel que soit, on est les seuls pays à avoir 35 heures par semaine. Le seul. Vous vous souvenez, ce qu'avait dit Angela Merkel, c'est une grande et une bonne nouvelle pour l'Allemagne, ce qu'est en train de faire la France. On s'est auto-détruit, auto-flagellé, quoi. Et je pense, on s'est désindustrialisé, on a stoppé la filière nucléaire. Enfin, on a tellement fait d'erreurs. Il en a parlé, monsieur Bayrou. Il a dit au contraire qu'il fallait. Et c'était très curieux d'ailleurs, parce qu'on l'entendait vanter à toute force la filière nucléaire, et il y avait des images, parce que Madame Borne était devant lui, c'était à mourir de rire, puisque Madame Borne est l'une des... Elle a demandé l'arrêt de Fessenheim sous François Hollande. Vous voyez, tout ça. Alors quand vous disiez tout à l'heure, Georges, il faut tout, il aurait fallu tout remettre à plat, c'était peut-être mais sans majorité, encore une fois. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des petits ajustements, des petits accommodements. Enfin, c'est un accommodement un peu plus XL que ce qu'on a connu auparavant. On attend 2027, on attend d'avoir une vraie majorité. Il nous annonce, et c'est une petite bonne nouvelle, réduction de 3000 le nombre de fonctionnaires. Et 1 sur 3 ne sera pas remplacé. Quand vous pensez 3000, quand vous pensez que depuis que M. Macron est au pouvoir, 160 000 il a créé 160 000 fonctionnaires. Donc de qui on se moque, quoi? Je veux dire, c'est pas des panacées, ces solutions, voyez-vous. Et je reviens. Mais surtout, on a créé 160 000 fonctionnaires et on a fait appel à des cabinets comme McKinsey pour faire le travail justement de certains hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères, qui sont là pour faire le même boulot que McKinsey. Et t'as envie de dire, mais pourquoi faire un doublon si on sait pas le faire? Dans ce cas-là, supprimons les fonctionnaires et mettons effectivement à contribution des grands cabinets comme McKinsey, comme Deloitte, comme KPMG, comme EY, comme PwC, peu importe. Enfin, je veux dire, il y en a plusieurs. Des advisors. Et je me permets quand même de revenir, parce que ça n'a pas l'air du tout de vous captiver. Je reviens quand même sur le coût de la politique migratoire, dont monsieur Bayrou n'a pas parlé. Vous avez raison. Parce que c'est clivant. On dit non mais d'accord, mais attendez, moi je suis quand même très étonné. Mais vous avez raison, Vincent. J'écoute ce que disent les Français, etc. On a quand même beaucoup de difficultés financières. Il s'avère que nous recevons sur le territoire 500 000 personnes par an. Il faut s'en occuper de ces gens. Il faut leur donner, il faut rembourser les problèmes de médicaments, de soins. Il faut la plupart. Mais là-dessus, ils n'ont pas Vincent Roy, si vous aviez écouté la première heure avant de pénétrer en studio, vous aviez Philippe Vigier qui était là, moi, j'étais dans le métro, qui était député MoDem. Il y a eu une appli. Ah oui. Mais il y avait une gêne.
il y a une gêne. Il y a une gêne parce que c'est le socle commun, vous comprenez? Parce que, en plus, Monsieur Vigier est médecin, donc il y a en disant, voilà, on ne peut pas, on sent bien qu'il y a un sujet qui est clivant et sur lequel, sur l'AME, par exemple, vous comprenez, l'AME, oui, j'ai entendu sa réponse. L'AME, c'est plus d'1 milliard, hein, c'est 1,2 milliard, je crois, par an. Vous vous rendez compte? C'est toujours ça. C'est pas que ça, le problème du coût de l'immigration, c'est pas uniquement les soins. Bien sûr que c'est important. Mais vous avez tout le reste. Vous avez le logement. Mais évidemment. Vous avez, pardon de le dire, mais c'est une réalité, le coût de la délinquance issue de cette immigration clandestine, notamment. Mais oui. Le coût est très élevé. Quand je vois que rien que le contentieux de nos juridictions administratives, c'est environ 40%, c'est des situations irrégulières. Oui. Donc on est, si vous voulez, submergé par des masses de contentieux, des difficultés. Alors que nous avons un président qui il y a quelques années maintenant, finalement a dit, en effet, il y a un lien entre la délinquance et l'immigration, et ça a mis le temps à venir. Bien sûr. Ça coûte très cher, les prisons coûtent très cher, enfin tout coûte très cher. On peut tout de même concevoir assez honnêtement, intellectuellement, que le budget, il est aussi le reflet des difficultés d'un pays, et c'est aussi le désir d'avenir d'un pays. C'est l'un et l'autre. Il faut rendre compte de ces difficultés, essayer de les régler et se projeter vers l'avenir. Oui, or là, le phénomène, la politique migratoire est passée totalement sous silence. On met la poussière. C'est l'impression que j'ai. Ce que je voulais vous dire, et ça servira de conclusion si vous voulez bien, c'est que vous disiez, je crois que c'est Georges qui disait, il faut attendre 2027 quand on aura une nouvelle donne politique. Oui, mais alors cette nouvelle donne politique, il faudra bien la regarder à la loupe, parce que pour celui qui aura le courage de faire ce que j'appelle une politique affairiste, comme l'ami argentin, dont on voit aujourd'hui les conséquences positives. L'inflation a baissé, l'économie redémarre, mais il a supprimé des ministères, mais il a supprimé, aujourd'hui on parle de la suppression du CESE, mais pourquoi pas, mais il faut le faire dans ce cas-là. Beaucoup plus loin. Moi je suis pour le monocamérisme. Je suis le Sénat. Mais ça c'est un vieux débat. Ça alourdit les procédures. Dites ça aux sénateurs. Regardez qui sont la Suède, qui sont la Finlande, plus proches des administrés que les députés. Le Portugal, ils n'ont qu'une chambre. On fera une discussion sur le Sénat parce que je suis moins d'accord avec vous sur le Sénat. Mais il y aura des suppressions à faire et elles seront. On verra justement. Le personnage capable de cela, c'est-à-dire doté de ce courage politique, il ne me semble pas encore être monté sur la scène politique française. C'est dit, c'est fait. Ça sera le mot de la fin. Merci Vincent Roy. Merci Georges Fenech.